La générosité des riches envers les associations est admirable. Et surtout en temps de crise, souvenez-vous, il y a 3 ans, Bernard Arnault avait ainsi offert plusieurs millions d'euros de sa poche au Restos du Cœur. Et il n'était pas le seul ainsi préoccupé par la survie des plus vulnérables. Au rayon des donateurs français, généreux, on trouve aujourd'hui Pierre-Édouard Stérin. Il fait preuve d'une générosité effectivement exemplaire à travers un fonds qu'il appelle le Fonds du bien commun. Mais ces largesses financières dont il fait bénéficier aujourd'hui les associations a moins à voir avec une défiscalisation des dons et une réduction des taxes associées qu'avec un véritable projet politique. Son projet politique, c'est celui d'une France blanche, d'une France où les femmes sont des femmes d'intérieur, fertiles, et qui ne rêvent que d'aller s'encanailler au Puy du Fou. En quelque sorte, on pourrait dire tout simplement une France d'extrême droite. Quantité d'associations ont reçu des dons ponctuels de sa part, mais certaines bénéficient d'un soutien de longue haleine et de plusieurs années. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une emprise de Pierre-Édouard Stérin sur le secteur associatif ? Et cette emprise aurait-elle été possible sans un abandon progressif, mais inéluctable, des subventions et des financements directs aux 1,6 million d'associations en France ? Alors, dans cet épisode de Penser les luttes, nous allons tenter d'explorer ces questions avec nos 3 invités qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous. Marianne Langlais, vous êtes membre du collectif des associations citoyennes, mais également coordinatrice de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations et anciennement journaliste. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, ou plutôt en face de vous, Elsa Sabado, journaliste d'investigation indépendante. Alors en 2023, parce qu'on se connaît, on ne va pas faire semblant, a déjà publié une enquête pour Alter Echo sur ces associations qui ne veulent pas devenir des entreprises comme les autres. Et justement, c'est un des angles qu'on va aborder, ce lien entre la marchandisation des associations et les financements de l'extrême droite. Mais aujourd'hui, tu es avec nous au nom du collectif Hors Cadre. Bonjour. Bonjour. Et à tes côtés, Annabelle Martella, également membre du collectif Hors Cadre, journaliste d'investigation, indépendante également. Tu as participé à cette grande enquête du collectif sur tout le réseau de financement d'associations par Pierre-Édouard Stérin. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par écouter un petit extrait d'un reportage de France 3 Loire-Atlantique qui parle justement du projet de Pierre-Édouard Stérin. Voici Pierre-Édouard Stérin. L'homme a élaboré un plan visant à aider l'extrême droite à s'emparer du pouvoir en France. 150 millions d'euros d'investissement sont prévus pour atteindre cet objectif. Son projet a été baptisé Périclès. Le projet Périclès, il a plusieurs branches. Il vise à la fois à s'emparer d'un certain nombre de médias pour avoir un poids dans la presse. Il vise aussi à fonder une école pour former des cadres politiques. Et puis aussi, il vise à pouvoir financer un certain nombre d'organismes, d'associations. Et ça s'appelle la Nuit du bien commun. Est-ce que, peut-être, Annabelle, tu peux commencer par nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le financement des associations par le fonds du bien commun, puisque là, Pierre-Édouard Stérin, il a un projet qui est assez large. En fait, il ne finance pas directement les structures associatives. Alors oui, pour clarifier un peu les choses, en fait, c'est pas Périclès qui finance les associations. Périclès, c'est un des projets de Pierre-Édouard Stérin. C'est son plan où il investit 150 000 euros dans des projets anti-woke, anti-immigration, qui voient comme des maux de la société, et notamment le projet de créer une école pour former les cadres, les maires d'extrême droite, s'inscrit dans le plan Périclès. Après, à côté de ça, il y a la Nuit du bien commun, qui est, elle, un événement qui pourrait s'apparenter à des galas de charité, où là, en fait, c'est des associations qui viennent pitcher pendant 5 minutes dans des types de conférences en mode TEDx, à l'américaine, viennent pitcher pendant 5 minutes leurs objectifs en tant qu'association, leurs valeurs. Et il y a des gens dans le public qui sont amenés, encouragés à leur faire des dons. Donc ça, c'est la première chose. Et après, encore à côté, il y a le fonds du bien commun, qui est là le fonds de dotation de Pierre-Édouard Stérin, où là, il finance, par ce fonds de dotation-là, directement des associations.
Est-ce que, Elsa, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, justement, la nuit du bien commun, puisque c'est un show à l'américaine. Est-ce que c'est quoi? Ça ressemble à une sorte de téléthon des associations. Voilà. À quoi ça ressemble? Parce que toi, tu y as été plusieurs années de suite. Eh ben, c'est très mixte parce que, à la fois, donc, c'est une soirée qui, désormais, en plus, s'est filialisée un peu dans toutes les villes du pays. Mais la soirée nationale, elle a lieu chaque année en décembre. Jusqu'ici, elle avait lieu à l'Olympia, donc dans un lieu qui appartenait à Bolloré. Cette année, elle a lieu aux Folies Bergères, parce qu'il y a eu une baisse de la jauge du public. Ils ont prévu qu'il y aurait moins de gens qui viendraient. Voilà, et qui appartient tout autant à Bolloré. Les Folies Bergères, voilà, on fait la queue, on rentre. Et là, on a une présentatrice. Avant, c'était Cécile de Mélibus, toujours des antennes Bolloré, et surtout un commissaire-priseur qui accueille le public et qui lance les festivités. Et donc, on annonce au public qu'ils vont pouvoir donner de l'argent à des associations, mais que dans cette histoire, le premier qui sera arnaqué, jusque-là, en tout cas, cette année, ils ne l'ont pas dit, mais les années passées, c'est comme ça que c'était présenté. C'était, on va faire payer l'État parce que ces dons, comme ils sont faits à des associations, ils sont défiscalisés. À 66%, me semble-t-il. C'est 66%, oui. Voilà. De défiscalisation. Et donc là, vous avez, donc après une rapide introduction, vous avez chaque association qui passe, qui vient pitcher son projet. Ensuite, l'auditoire, qui est en gros les grandes familles versaillaises, dans leur majorité. Et alors, il y a la bourgeoisie, la grande bourgeoisie de banlieue, de banlieue du 92 et du 78 qui est venue en masse. Et c'est marrant parce qu'il y a une vraie scission sociologique avec les gens qui sont venus soutenir les associations elles-mêmes. C'est pas du tout les mêmes profils. Les gens qui sont là pour soutenir les associations sont déchaînés, hyper excités et tout, alors que les autres sont bien sur leur quant à soi, très polis, pas un cheveu qui dépasse, etc. Et donc, vous avez ces associations qui succèdent, au fur et à mesure, les gens qui lèvent leurs panneaux, et il y a des intermèdes. Et moi, je trouve que ce sont les intermèdes qui sont souvent les plus intéressants. Parce que c'est quoi? C'est des intermèdes, ça veut dire c'est des stars? Alors, par exemple, l'année dernière, il y a eu un numéro d'acrobates des pompiers, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, nous, on se dit, mais les pompiers, c'est un service public, en fait. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le nouveau patron des pompiers, c'était un membre de la famille de Cacré de Valménier, dont le neveu est un fondateur du... Enfin, pas un fondateur, non, un... Et a été leader du GUD. A été leader du GUD et garde garde l'île de Bolloré. Voilà, et a été condamné d'ailleurs pour des actes de violence et des actes racistes. Et cette année, c'était moins flagrant, mais c'était très... c'était des femmes qui faisaient du French cancan avec des robes bleu, blanc, rouge. Donc il y avait un côté un peu... C'est d'un goût assez certain, quoi. Voilà. On va juste et le voilà. dire, et donc, et ça dure des plombes, ça dure extrêmement longtemps. Et voilà, et donc c'est le moment... Et oui, ce que je voulais dire, c'est que pour reprendre, donc ça c'est vraiment le descriptif, moi j'ai été à 3 soirées. Si la première à laquelle j'ai été en 2021, j'avais été très marquée par le fait que le public... En fait, il y avait une association de chansons qui s'appelait Canto. Et le monsieur avait commencé à chanter des chants de la Légion. Et tout le public avait repris en chœur. Et avec des voix de stentor, des hommes qui chantaient très grave comme ça. C'était assez impressionnant. Voilà pour les intermèdes divers. Il y a une ambiance quand même assez marquée à droite, voire à l'extrême droite, qui est pas... Enfin, voilà, les chants de la Légion, tout le monde les apprend pas à l'école, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire quand même que quand on est dans ces soirées-là, on sait un peu où on est, c'est-à-dire on sait dans quelle ambiance politique on se trouve, ou est-ce que on est juste dans une espèce de show un peu genre Téléthon, mais un peu plus bizarre, mais où c'est pas forcément facile de savoir où on se trouve. Ça dépend de la finesse de la perception des codes de chacun. Mais oui, on sent bien que il y a des choses qui ne trompent pas, des visons, que c'est la vieille bourgeoisie, ça se sent. Et puis, ça se sent aussi dans les discours. Il y a des petits signaux qui sont adressés. La manière dont on parle de l'État, par exemple, en à la fois le critiquant et en même temps en se réjouissant
réjouissant de lui manger la laine sur le dos. Voilà, c'est des signes qui ne trompent pas trop. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à la distinction qu'a fait Annabelle sur Périclès, la nuit du bien commun et le fond du bien commun, c'est que la nuit du bien commun, d'aucuns l'ont analysé comme, en fait, en France, il y a une réglementation du financement des partis politiques qui fait qu'on ne peut pas financer à fond perdu un parti. Et en fait, la nuit du bien commun, en cela qu'elle finance des associations, est en fait une sorte de dérivatif du financement politique. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va conquérir l'hégémonie culturelle en passant par les associations. Et c'est quelque chose qui a été complètement intégré, digéré. Notamment, Gérard de Villiers cite Gramsci, qui est le théoricien de ce truc, de dire la bataille culturelle précède la victoire culturelle précède la victoire politique. Et voilà, donc la nuit du bien commun, ce n'est pas Sterrin qui finance les associations. Par contre, c'est Sterrin qui sélectionne les associations qui ont le droit ou pas de pitcher, parce que c'est lui qui sélectionne les gens des commissions de sélection. Et par cette sélection, on peut se dire qu'il sélectionne des associations qui sont en adéquation avec sa visée idéologique, et donc il finance sa vision politique du monde au travers du financement de ces associations. Donc il y a un continuum en fait entre tout ça. Oui. Alors, moi j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans la cartographie que vous avez produite au sein du collectif Hors Cadre, donc avec plusieurs journalistes impliqués sur cette cartographie, qui donne une sorte de photographie de plusieurs, alors c'est quoi, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'associations qui sont ou ont été soutenues, là cette fois-ci par le Fonds du bien commun, ou alors peut-être pas plusieurs biais. Annabelle, je te laisse nous en parler. Déjà, je voulais repréciser, parce que tout à l'heure, j'ai fait une faute quand j'ai dit le chiffre. Périclès, c'est pas 150 000, mais 150 millions. Oui, 150 millions. Voilà, je me suis rappelé, après l'avoir dit, je me suis dit, je me suis trompée. Mais nous, ce qu'on avait à noter, c'est que dans les différentes nuits du bien commun, partout en France, donc dans plein de villes différentes, Lyon, Paris, Nantes, Rennes, il y a plus de 200 associations qui sont passées par ce mode de financement. Après, le Fonds du bien commun finance moins d'associations que la nuit du bien commun, mais c'est assez compliqué de savoir exactement, puisque le fonds reste très opaque, même sur les sommes qui sont attribuées à ces associations. Voilà, c'est très opaque. Donc ça a été une enquête qui a été difficile à mener, c'est-à-dire de retracer comme ça, de suivre l'argent, comme on dit. Sur les financements publics, ça a été, puisque en fait il suffit, sur les financements de région, voilà, le fait de connaître des élus qui siègent aux différentes commissions, on peut savoir de combien sont les montants qui sont versés à ces associations. Mais après, oui, enfin. En fait, le sujet aussi, c'est pas simplement que ces associations sont financées ou soutenues par Pierre-Édouard Sterrin. La problématique, c'est que ces associations sont aussi soutenues par l'État. En fait, parce que en soi, on pourrait dire, ces associations, elles sont financées par des groupes catholiques identitaires, mais voilà, si c'est que leur argent et que c'est auprès d'un public aussi catholique identitaire, pourquoi s'en indigner? Alors que là, en fait, ce qu'on a montré lors de ces enquêtes, c'est que ces associations qui prônent des valeurs anti-IVG, qui font du lobbying. Quelles sont les associations en fait, qui sont aidées en fait, anti-divorce, etc., en fait, vont recevoir à côté des financements du ministère de la Justice, des financements de la CAF, des financements de plusieurs régions, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est surreprésentée dans nos enquêtes. Et là, on le voit, puisque de fait, vu que Laurent Wauquiez a été... il n'y est plus président de région depuis 2 ans, à peu près, je crois. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté... Il a eu le temps comme dit Elsa, réfléchir. que l'associatif est un dérivé politique, puisque en fait, on voit de cette manière-là que les régions peuvent impulser aussi des valeurs, même si certaines, des fois, disent s'être complètement plantées.
Et ça, c'est un autre enjeu. Et alors, juste donc pour revenir sur ce que Hors Cadre a mené pour expliquer un peu la méthodologie. Ouais. En fait, donc Hors Cadre, nous sommes un collectif d'une vingtaine de journalistes et parmi cette vingtaine, une dizaine à peu près a participé à un projet qui a été financé par le Fonds de la presse libre. Qui n'est pas financé par Pierre-Edouard Stern, du coup. Non, pas par Pierre-Edouard Stern, tout à fait. Ça aurait été une forme de ruissellement. Nous sommes financés. Oui. Mais par des dons qui viennent de particuliers et donc de Fonds pour la presse libre qui est notamment soutenu par Mediapart. Voilà. Absolument, ouais. Et donc, nous avons obtenu une sorte un financement pour mener cette enquête. Donc, cette enquête, elle se compose de 14 enquêtes. Toutes ne sont d'ailleurs pas encore sorties, mais pour donner quelques exemples, donc on en a fait une sur les médias Néo et Lou, on en a fait une sur l'école Excellence Ruralité, on en a fait une sur une colonie de vacances qui s'appelle Laissez-les servir, qui était une colonie de vacances paramilitaire, on en a fait plusieurs sur les spectacles, les sons et lumières qui ont été organisés un peu sur le modèle du Puy du Fou. On en a fait une sur Familia, qui est une association de lutte contre le divorce. On en a fait une sur Obol, qui est l'organisme qui organise les nuits du bien commun. Marthe et Marie aussi, sur les thématiques sur de la Marthe et Marie. Protection des jeunes mères et sur la famille. Absolument. Donc il y a un peu, entre guillemets, il y a un peu de tout. C'est-à-dire il y a à la fois des assos culturels, des assos qui parlent de famille, enfin qui s'adressent à des bénéficiaires qui ont des problématiques familiales, sociales. Voilà, est-ce qu'on peut dire que tout le champ est couvert un peu ? Alors, c'est un peu la force de notre collectif, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous a des spécialités un peu différentes. Et en fait, chacun d'entre nous avait croisé ces associations financées par ce terrain sur le terrain avant de proposer ce projet. Et donc, quand on a vu cet appel à projet, on s'est dit, mais c'est le moment idéal pour tous mettre au service d'un projet commun nos compétences. Et c'est comme ça. Et du coup, juste pour finir sur la carto, parce que c'était ça l'idée, la question c'était comment donner à voir un peu l'intégralité de ces enquêtes, de ce travail. Et ça, tout a été justement concentré sur une cartographie qui répertorie un peu l'ensemble de ces associations et de leurs antennes sur le territoire. Et par exemple, ça a créé des synergies intéressantes au moment de la sortie du papier d'Annabelle sur Familia à Lyon. Oui. Moi, j'ai été contactée par des gens de Nancy et des gens de Bordeaux qui me disaient « mais on s'est rendu compte en regardant la carto qu'il y avait une antenne chez nous aussi ». Voilà, et donc, et comment faire pour lutter contre, et comment se coordonner, etc. Donc ça a permis aussi de mettre en commun des informations pour pouvoir aussi lutter contre la présence de ces associations qui ont quand même un bagage idéologique commun. Alors, Marianne Lenglet, je voulais aussi te donner la parole pour essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, cet appétit de l'extrême droite et en particulier de Pierre-Edouard Stern pour le secteur associatif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dater ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ça vient de lui prendre ? Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire un peu la généalogie de cet intérêt ? Parce que quand on regarde la cartographie, en fait, on se rend compte que non seulement tous les champs sont couverts, sociaux, culturels, éducatifs, etc., mais qu'il y en a partout, c'est-à-dire du fin fond de la Bretagne jusque dans la région de Marseille. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Oui, alors nous, à l'Observatoire citoyen de la marchandisation et au collectif des associations citoyennes, on inscrit ça dans un contexte plus large, c'est-à-dire que pour nous, ça s'inscrit d'abord dans une transformation des financements associatifs qui fait que la subvention publique, c'est-à-dire le soutien public à des initiatives d'intérêt général se transforme et va de plus en plus vers de la commande publique et qui change complètement le rapport des pouvoirs publics aux associations. C'est-à-dire que d'un système qui venait soutenir des initiatives qui venaient du terrain,
et donc qui faisait éventuellement remonter, par exemple, un non-respect de droits humains fondamentaux, par exemple. On est passé à un système qui, finalement, place les associations en situation d'être des opérateurs ou des prestataires de services, donc les positionne dans une posture beaucoup plus perméable à l'instrumentalisation politique, clientéliste. Donc il y a d'abord cette transformation du financement qu'on... Ça date de quand, cette transformation ? C'est très long, en fait. C'est un processus qui est très long, parce que nous, dans on vos rapports, l'inscrit... vous dites depuis les années 80. C'est ça. Nous, on l'inscrit avec l'arrivée du New Public Management en France, donc une nouvelle gestion publique qui introduit dans les services publics et par ricochet dans les associations l'idée que les pratiques de l'entreprise privée lucrative sont finalement plus efficaces économiquement et donc plus légitimes, et donc les introduit dans les services publics et dans les associations, avec cette idée qu'il faut faire plus mieux avec moins, et puis avec toutes les pratiques gestionnaires qui viennent de l'entreprise privée lucrative. Donc c'est un temps très long finalement, et c'est pour ça que pour nous, cette situation actuelle, elle s'inscrit dans un temps long et avec un petit récit qui devient de plus en plus prégnant, que finalement, il n'y a plus d'argent public, que finalement les associations doivent se tourner vers du financement privé, qu'elles doivent se tourner vers la philanthropie. Depuis les années 2003, on a une politique extrêmement favorable en France au développement de la philanthropie. Donc ça veut dire que Steyrin est une forme d'investisseur associatif. C'est-à-dire que c'est... Alors Steyrin est un philanthrope, enfin pour nous, il est un philanthrope d'extrême droite, et il s'inscrit... et c'est le deuxième point que je voulais aborder, il s'inscrit dans une galaxie, en fait. Il n'est pas tout seul, Steyrin. Et je voudrais juste vous dire qu'il y a un forum parlementaire européen sur les droits sexuels et reproductifs, qui est une association, qui est une des rares associations à compiler des données au niveau européen, et qui vient de sortir un rapport qui montre que les financements anti-choix, anti-genre représenteraient entre 120 000 et 130 millions de dollars par an en Europe. Et la France a une place de choix dans ce système, notamment avec la fondation Jérôme Lejeune. Donc Steyrin, c'est un petit nouveau en fait. Il y a la fondation Jérôme Lejeune qui depuis des années et des années finance des mouvements anti-choix, anti-EVG et qui est d'ailleurs récompensé dans les Nuits du Bien commun. Voilà. Il y a une asso qui est proche de Lejeune. Et qui d'ailleurs, on retrouve, pour compléter ce que tu dis, nous, dans les associations sur lesquelles on a enquêté et qui sont financées par la Nuit du Bien commun ou via le Fonds du Bien commun, la fondation Lejeune pour Marthe et Marie, donc la colocation des jeunes mères seules, mais aussi la fondation Stella Domini. Il y a toute une galaxie. Nous aussi, comment on repérait ces associations, c'est qu'on voyait que en plus des fondations Steyrin, il y avait ces fondations anti-choix qui étaient également présentes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les premières victimes, en dehors des personnes directement concernées, c'est quand même les associations aussi, c'est-à-dire type le planning familial, qui est aujourd'hui particulièrement attaqué par l'État et par ce type d'acteurs, et qui voit ces financements extrêmement fragilisés, avec des centres concrètement qui ferment un peu partout sur le territoire. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que l'extrême droite, elle est à l'avant-garde de la répression associative. C'est-à-dire que dans ce livre, L'État contre les associations, écrit par Antonio Delfini et Julien Talpin, qui reprend un peu les éléments des travaux de l'Observatoire des libertés associatives, on s'aperçoit que dans toutes les municipalités gagnées par le RN, les premières atteintes, c'est en direction des associations. On les prive de subventions, on les prive de locaux, et essentiellement les associations, évidemment, qui défendent les droits humains fondamentaux, parce que c'est de ça dont on parle, en fait. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de censure à cet endroit-là ? Censure, non pas dans la forme interdiction d'exercer ou dissolution de l'association, mais dans dans une des formes de la censure, d'ailleurs, littéralement, qui est celle de priver de ses moyens. Et donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que les financeurs, entre guillemets, d'extrême droite, qui financent ces associations d'extrême droite, ont pour objectif, affiché ou moins affiché, de censurer les associations qui, elles, luttent véritablement pour l'accès à l'avortement, pour l'accueil des personnes exilées, etc.
Bien sûr, mais on est dans un contexte aujourd'hui qui dépasse largement le cadre simplement de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte on parle nous de répression des libertés associatives, avec des exemples. Donc, ça ne concerne pas que l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui subissent des coupes de subventions parce qu'elles ont pris des positions politiques, qui subissent des refus de locaux parce que soi-disant elle ne respecterait pas la neutralité politique, sous-entendu neutralité politique, ne pas défendre les droits humains fondamentaux, parce que c'est comme ça qu'on le lit. Neutralité, ça dépend d'où on se place. On a par exemple, on a la LDH à qui on a demandé de quitter les locaux de la Maison des associations à Arles parce qu'elle aurait été trop politique. La LDH, on parle d'une vieille dame du monde associatif, et qui a toujours défendu les droits humains fondamentaux. Donc, et nous, on revendique justement le rôle politique des associations, c'est-à-dire un rôle d'interpellation des pouvoirs établis. Alors, avant de te donner la parole, Elsa, je voulais qu'on regarde ensemble un second extrait d'un autre reportage de France 3, région, qui cette fois en Aquitaine, justement sur ce qui s'est passé après la révélation du plan Périclès, c'est-à-dire du plan de Pierre-Édouard Stérin, et donc comment les associations bénéficiaires, ou certaines étant bénéficiaires de ces fonds, ont réagi. On va écouter ça. Plusieurs partis de la gauche se sont aussi manifestés contre la tenue de l'événement, à l'image du Parti socialiste de la Gironde. Dans ce communiqué, il appelle à la vigilance face aux offensives culturelles de l'extrême droite. D'autres emploient la manière forte, parfois jusqu'aux menaces. Leïla Zeglil en a fait les frais. Son association vient en aide aux enfants malades. Elle a décidé de la retirer de l'appel aux dons et de faire une croix sur 40 000 €. On a reçu 2 mails et les membres du bureau ont eu peur pour l'image de l'association. C'est une menace de publier notre logo et l'image de notre association associée à l'extrême droite. Alors, des exemples d'associations comme celle-ci, qui ont donc renoncé à l'argent de Pierre-Édouard Stérin, commencent à se multiplier, en particulier depuis l'année 2024. En Bretagne, notamment, un exemple récent, là, courant 2025, un des derniers en date. Donc, 3 maires se sont retirés, dont le maire de Concarneau, d'un programme de soutien scolaire porté par une association qui se nomme le Passeport civique, et ayant bénéficié du soutien de Pierre-Édouard Stérin. Donc les maires ont dû se retirer d'un programme gratuit, ou en tout cas qui leur a été délivré gratuitement, justement face à ce parfum de scandale. Alors, est-ce qu'on pourrait penser que finalement certaines associations bénéficient en toute bonne foi de l'argent de Pierre-Édouard Stérin sans forcément se rendre compte de la personne et surtout des idées auxquelles ils ont affaire, et de l'instrumentalisation dont elles sont la victime, ou est-ce qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui, Elsa ? Alors, moi, je laisserai peut-être mes camarades parler des associations, des quelques associations marginales qui allaient en toute bonne foi, mais je m'élève, ça me met en colère. Cet extrait, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, on entend quoi ? On entend des associations qui chouinent du fait que leur image est associée à celle de l'extrême droite. Mais en fait, c'est eux qui vont chercher de l'argent vers un événement qui est clairement identifié. Qui s'affichent, dont les fondateurs s'affichent en tant que tels, etc. Ils ont beau essayer de reculer, de rétropédaler, en fait. Et en fait, le problème, c'est que nous, on a été un peu saisis après la publication de notre travail par des militants associatifs, d'autres journalistes, qui plutôt. Vous ont dit quoi ? Eh bien, qui nous ont dit « Ah oui, mais en fait, avec votre travail, vous comprenez, ça détruit le taf d'associations qui sont vachement aidantes, avec des personnes précaires. » Et en fait, il y avait notamment une tribune de Erwan Le Moredec qui s'appelle sur Twitter « Cause Toujours » qui disait... la droite aussi a droit à ses œuvres sociales, c'est pas le monopole de la gauche, etc. Mais nous, on est tout à fait d'accord. On peut pas dire d'un côté, quand on est une association, on ne savait pas à qui on avait affaire et donc on ne veut pas avoir notre image associée, d'un autre côté, on a le droit de financer par des œuvres de droite ou d'extrême droite. Mais c'est même pas ce qu'ils disent. Ils disent pas on ne sait pas à qui on a affaire. Ils disent on veut avoir la possibilité de faire appel à cet argent sans souffrir de l'image que ça nous donne. Et j'ai notamment à Bordeaux... Le beurre sans l'étiquette de l'origine du beurre. Quoi. Et à Bordeaux, des gens qui sont plutôt
ce que j'ai entendu, c'est que une dame qui avait été plutôt... qui avait tenu le choc par rapport à la radicalisation de la droite catholique au moment de la crise des migrants, qui avait continué à aider les migrants malgré la pression, eh bien, elle avait été voir une association d'aide aux migrants en leur disant écoutez, là, il y a de l'argent, allez-y. Et elle se révoltait un peu du fait que cette association est refusée. Elle dit vous pouvez pas vous plaindre de pas avoir d'argent si vous n'allez pas prendre cet argent-là. Et en fait, moi, j'ai envie de secouer un peu les gens qui se sentent de gauche ou qui se sentent une âme sociale, ou en tout cas qui se sentent opposés à l'extrême droite et qui, d'un autre côté, flanchent un peu en se retournant contre nous, en nous disant c'est votre travail qui casse le travail associatif d'institutions, et puis d'institutions qui sont fortes et ancrées, hein, c'est pas des perdreaux de l'année, en les critiquant parce qu'elles vont chercher de l'argent de l'extrême droite. Moi, j'ai envie de dire à ces gens qui nous critiquent pour ça, mais retournez-vous contre les associations qui vont chercher cet argent. En fait, ça n'est pas anodin d'aller prendre cet argent dans un événement qui est organisé par quelqu'un qui dit qu'il faut plus de bébés de souche européenne. Oui, une France blanche avec des femmes à la maison. Annabelle, justement, est-ce que tu peux donner un exemple concret d'une des associations, peut-être Familia ou Marthe et Marie, enfin voilà, un exemple que vous avez documenté dans l'une de vos enquêtes, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'elles font, ces associations, et en quoi ce qu'elles défendent n'est pas simplement questionnable, mais peut être carrément dangereux. Par exemple, je peux parler moi de l'enquête sur Familia que j'ai fait, où j'ai fait une partie de l'enquête en immersion parce que c'était assez compliqué de pouvoir avoir des témoignages de bénéficiaires qui sont passés par ces locaux. En fait, Familia, dont l'antenne mère est à Lyon, mais qui se développe de plus en plus partout en France, à Paris, à Nancy, à Bordeaux, et qui s'est installé récemment à Orléans. C'est tout un réseau, voilà, quoi. Juste à côté du planning familial. Et ça pose des questions, puisque dans le Loiret, le planning familial a eu des coupes drastiques. Et on a cette association financée par des subventions d'État, ministère, CAF, région, et par le Fonds du bien commun et la Nuit du bien commun, et des fondations, comme on a dit tout à l'heure, anti-IVG comme Stella Domini, ou des fondations liées à la communauté de l'Emmanuel. Donc là, on est sur des communautés évangélistes, catholiques, assez radicales. En fait, s'installe juste à côté du planning familial avec un projet qui a l'air sur le papier louable, c'est-à-dire, nous, on va aider les familles à mieux communiquer les unes avec les autres, on va vous aider à mieux parler avec votre enfant, votre conjoint, votre conjointe, on accueille tout le monde, on est apolitique, aconfessionnel, etc. Et en fait, on se rend compte, et moi, en ayant été à la fois à un entretien avec une conseillère conjugale de cette association, et à une sorte de réunion publique avec une sage-femme, pareil, de cette association, qu'en fait, les valeurs qu'ils défendent sont des valeurs, par exemple, qui peuvent être contre la contraception, puisque là, moi, la réunion publique à laquelle j'ai assisté avec cette sage-femme nous présentait la pilule que sous l'angle de sa dangerosité, ne parlait jamais de préservatif, et présentait une méthode dite naturelle de régulation des naissances qui consiste à observer sa glaire cervicale et à ne pas avoir de relations sexuelles au moment où on se pense fertile. Non, la fertile. Pour pas avoir d'enfants. Ah oui, pour pas avoir c'est dans d'enfants. le sens pas avoir d'enfants. Parce qu'il y a aussi le volet pour avoir des enfants. Mais moi, là, c'était sur le volet régulation des naissances. Donc, bienvenue aux accidents de cette méthode tout à fait imparfaite. Donc, en fait, ça va juste encourager les femmes à ne pas prendre de contraception ou tout simplement avoir des formes de contraception qui sont quand même pas très fiables, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, et quand on est une sage-femme, en soi, c'est des méthodes qu'on peut pratiquer
présenter. Mais on doit les présenter aussi avec ses risques et on doit aussi montrer d'autres méthodes qui existent, comme la pilule, le préservatif ou autre. Et en fait, présenter toute la panoplie des possibilités pour que les personnes concernées puissent choisir ce qui leur correspond le mieux. Et là, c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, j'ai fait écouter l'enregistrement à l'Observatoire national des sages-femmes qui s'en est indigné. Et en fait, aussi, ça transmet aussi une image de la femme et de la famille qui est particulière et qui est très proche de l'idéologie de Pierre-Édouard Stérin, c'est-à-dire une famille hétérosexuelle, puisqu'on parle que de relations sexuelles pénétratives, par exemple, et du coup, aussi une manière de voir l'acte sexuel comme... Est-ce qu'on parle d'homosexualité? Est-ce qu'on parle de questions liées à des parentalités? Là, non, ça n'existe pas. Et après, moi, sur l'homosexualité, par exemple, quand j'avais fait un rendez-vous, un entretien avec une conseillère conjugale, moi, j'ai mis sur la table la question de l'homosexualité et elle ne s'en est pas du tout alarmée. Comme l'IVG, c'est beaucoup plus subtil que ça. Elle va pas, si vous y allez et que vous dites que vous avez envie d'avorter ou que vous êtes attiré par des femmes, elle va pas vous dire c'est horrible l'homosexualité ou l'IVG, vous irez en enfer. C'est pas aussi frontal. Non, pas du tout, pas du tout. C'est même c'est dans l'écoute, avec bienveillance. Ils utilisent des outils comme la communication non violente qu'on peut aussi trouver dans les milieux progressistes. Et moi, par exemple, sur l'homosexualité, leur discours c'est de dire tout le monde peut avoir un jour des désirs homosexuels, mais si vous les avez pas eus à l'adolescence, c'est pas possible maintenant. Et deuxièmement, c'est assez fou quand même comme discours. Ouais, et deuxièmement, si vous sentez une attirance pour votre ami, c'est un peu normal parce que entre femmes, on peut mieux parler ensemble, on a plus de complicité, et donc vous pouvez pas avoir les mêmes discussions avec votre conjoint. Donc vous avez l'impression que vous êtes amoureuse de votre ami, mais c'est juste vous parlez mieux. Donc c'est vraiment nous sommes dans les années 60. Elsa. Sur les autres choses qui sont plus que discutables qu'on a trouvées dans nos enquêtes, il y a l'enquête que j'ai menée avec Simon Mauvieux sur la colonie de vacances Laissez-les servir. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, un des principaux endroits où ils pêchent, si on peut dire, c'est la question de la laïcité. Parce que toutes ces associations qui sont soutenues par des majorités dans les collectivités qui se sont battues pour imposer des chartes de la laïcité, qui étaient en fait des chasses aux sorcières contre les musulmans pour permettre de traquer n'importe quelle manifestation de la religion musulmane. Eh bien, ces associations-là, donc qui font pas, elles, n'ont aucun mal à piétiner la laïcité, et j'ai l'impression que le fait que ce concept ait été complètement tourné dans tous les sens pendant la dernière période fait qu'ils arrivent en disant mais si on est laïque, la preuve on accueille tout le monde. Mais depuis quand la laïcité c'est accueillir tout le monde? Et notamment donc dans cette colonie de vacances où il y aurait eu des violences, l'enquête est en cours, mais contre des directeurs et animateurs contre les enfants, surtout le truc qu'on a montré et qui n'est pas là discutable, c'est que cette association financée par le Conseil d'Île-de-France, où il y a une charte de la laïcité, où il y a eu une bataille de fous sur cette question, eh bien, qui est-ce qui assurait l'aumônerie de cette colonie de vacances? C'était 2 prêtres en soutane, qui faisaient des messes en latin et qui faisaient partie de la Société des missionnaires de la Congrégation divine. Enfin bon, quelque chose comme ça, quoi. Oui, donc on est quand même très très loin d'une forme de... Absolument, et qui organisaient des messes à l'intérieur de la colonie de vacances. Ils ont trouvé des Bibles aussi. Et donc, cette colonie de vacances, pour le coup, là, il y a vraiment eu... On a finalement réussi... en même temps qu'on faisait l'enquête, elle a enfin été inspectée pour de vrai par les collectivités qui ont suspendu, en tout cas pour 6 mois dans un premier temps, le directeur. Et la région Île-de-France a retiré ses 45 000 € de subvention qu'elle donnait depuis, alors qu'il y avait eu plein d'alertes par le passé. Et j'en profite pour rappeler que Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et socialiste, continue à prêter un local à cette association, quand bien même Valérie Pécresse a arrêté de la financer. Voilà.
Le respect des principes de la laïcité. La question de la laïcité, géométrie variable. C'est régulièrement ce qui pêche. Alors qu'ils s'en font les chantres d'un autre côté. Oui, et ce que je rajouterais aussi à ce qu'a dit Elsa, juste pour finir, c'est qu'en plus, ils ont un projet d'évangélisation. Et que ce soit Laissez-les servir, ou que ce soit Familia ou d'autres associations, en fait, elles vont se présenter comme laïques publiquement, mais derrière, dans les médias catholiques, elles vont dire, comme là, ça a été le cas pour le président de Familia, qu'elles ont une mission d'évangélisation via leur action associative. Et donc, tout notre objet, c'est de mettre en lumière leur prosélytisme. Voilà. Et c'est pas toujours facile, parce que parfois, c'est subtil, ça passe par de la présence. C'est pas toujours si évident qu'organiser une messe au milieu de la colo. Mais c'est là-dessus qu'il y a des discussions, y compris avec les assos et avec les cathos de gauche, sur à quel moment une asso avec un ADN catholique a le droit ou pas de percevoir de l'argent. Parce qu'ils nous disent, vous attaquez tel asso, mais pourquoi vous attaquez pas le Secours catholique au Emmaüs ? Eux aussi, ils sont catholiques. C'est une question intéressante, justement, puisque ça, c'est aussi un des angles que vous avez étudié à l'Observatoire de la marchandisation des associations, c'est-à-dire comment l'argent arrive et surtout quels sont les critères en fait d'attribution de l'argent aux associations et comment aussi ça peut permettre de, je ne vais pas dire sanctionner, mais bon, disons de fragiliser aussi certaines structures, parce que quand on est une association, Radio Parleur est un média associatif, donc on connaît bien le sujet. On dépose des dossiers, donc ça peut être directement auprès des différents ministères pour toucher certaines subventions. Et ensuite, ces dossiers sont étudiés au sein des différentes instances, préfectures, régions, départements, ministères, etc. Et on nous donne ou non l'argent. Mais en fait, on ne sait pas. Si cet argent va arriver ou pas, un jour, peut-être pas, voilà, on ne sait pas. Ça veut dire aussi que comment est-ce que vous avez analysé justement l'évolution de l'attribution de l'argent aux associations et est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a des critères politiques qui ne disent pas trop leur nom ? Oui, alors effectivement, nous, on travaille beaucoup sur cette question de défense du principe de subvention, c'est-à-dire d'un soutien public aux associations, mais par contre, on revendique aussi de repenser la manière dont cet argent public est redistribué pour le rendre plus démocratique. Et donc, on s'appuie sur un rapport qui est sorti par le Conseil économique, social et environnemental en mai 2024, qui appelle à soutenir le principe de subvention, donc sortir d'une augmentation exponentielle de la commande publique, qui est complètement comme je l'ai dit au début, une autre façon de regarder les associations et de considérer leur rôle politique et leur rôle démocratique dans notre société. Donc de défendre le principe de subvention, mais aussi de repenser la subvention pour qu'elle soit attribuée d'une manière différente pour sortir du clientélisme politique ou de l'arbitraire politique et de sortir aussi d'un glissement vers un système aujourd'hui assez autoritaire où effectivement une association qui prend des positions de défense des droits humains fondamentaux, une position politique, c'est-à-dire au sens participation à la vie de la cité, critique des pouvoirs établis, que ce soit politique, économique, qu'elle soit sanctionnée pour ses prises de position. On l'a vu, l'exemple de la CIMAD, par exemple, ces dernières années, qui est particulièrement attaquée et qui est aujourd'hui sortie petit à petit des centres de rétention administrative, c'est un exemple. Alors qu'elle fait au sein de ces centres de rétention administrative le travail que personne ne fait. C'est-à-dire que l'association n'a pas été remplacée par des fonctionnaires d'État qui feraient leur travail. Alors si, justement. Ça y est. C'est justement le problème. C'est-à-dire que c'est justement le problème. C'est très intéressant que vous souleviez ça que tu soulèves ça comme question. C'est que pour nous, le rôle des associations, c'est un rôle de vigie, une sorte de vigie citoyenne, une sorte de, par exemple, dans les centres de rétention administrative, le rôle de la CIMAD, c'était un regard porté sur ces lieux d'enfermement qui étaient complètement fermés et très difficiles d'accès, y compris aux journalistes. Et donc, pendant des années, la CIMAD sortait tous les ans un rapport qui montrait ce qui se passait, tous les non-respects des droits humains fondamentaux dans ces lieux.
En 2008-2009, Brice Hortefeux, qui n'avait pas arrêté de critiquer cette action de la CIMAD, fait un marché public. Donc ça montre aussi comment le processus de marchandisation intervient dans ces répressions des libertés associatives. Donc inscrit un marché public et finalement crée un marché là où il n'y en avait pas, puisqu'il fait mettre en concurrence des associations entre elles pour répondre à ce marché public. Finalement, ce marché est gagné par 6 associations. À l'époque, la CIMAD dit que ça va être des associations qui sont moins militantes que nous, et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Elles ont quand même réussi à se mettre d'accord pour sortir le rapport tous les ans de vigie citoyenne, comme je le disais. Mais dans le dernier appel d'offres, récemment, en 2022, je crois, une clause est apparue, puisque les appels d'offres, il faut le rappeler, là aussi, c'est un marché public, donc c'est extrêmement cadré par la puissance publique. On est dans le principe de commande publique, pas du tout dans le principe de subvention. Oui, donc on a des comptes à rendre aussi. Oui, alors ça, oui, bien sûr. Et puis on doit obéir à ce qui est inscrit dans le cahier des charges. Et dans le cahier des charges, il y a une clause qui est apparue, suite d'ailleurs à la loi séparatisme, qui implique que les associations qui rendent sur un marché public doivent observer un principe de neutralité politique. Et donc, à ce titre, les associations n'ont plus le droit de sortir les infos qu'elles ont obtenues dans ces lieux. Et dernier élément, parce que donc elles ne peuvent plus sortir le rapport. Et puis ça, c'est une entrave tout à fait. En fait, pour moi, explicite. c'est un exemple parfait de comment les principes de marché, de marchandisation, finalement, viennent nourrir la répression des libertés associatives. Et en fait, c'est presque un politique. Oui, mais on dirait que ça semble assez calqué sur les entreprises. C'est-à-dire quand on est une entreprise et qu'on gagne un marché public, on n'est pas censé divulguer ce qu'on fait. Oui, bien sûr, mais donc comme données ni comme voilà. Richesse. Donc ça entrave complètement le rôle d'interpellation des associations. Et juste pour terminer, il y a une loi qui, je ne sais pas où elle en est, je crois qu'elle est en cours de... en cours de... discussion. Promulgation. Oui, pas promulgation, discussion. Si elle n'a pas été... Oui, d'accord. Voilà. Qui qui demande à ce que les associations ne soient plus dans ces lieux, dans ces centres de rétention administrative, et qu'elles soient remplacées par des fonctionnaires de l'OFII, l'OFII étant sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Donc on imagine bien qu'à ce titre, la défense des droits des personnes sera bien moins défendue, puisque c'est sous la coupe du ministère de l'Intérieur. L'idée, c'est de saper aussi le rôle de contre-pouvoir aussi que peuvent être les associations à cet endroit précis où justement elles sont là en rendant entre guillemets un service, où elles ont une dimension servicielle, là où dans des territoires ruraux par exemple il peut y avoir des déserts sur un certain nombre de services publics, notamment éducatifs, etc. Je reprends l'exemple de la Bretagne, ce fameux passeport civique, qui est une association qui propose de l'aide aux devoirs, etc. Un endroit où en fait il n'y a pas grand-chose. Et donc là, il y a quand même quelque chose aussi qui est un peu ambivalent. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, dont on avait un peu parlé en préparant cette émission, mais autour du contrat d'engagement républicain pour les associations. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'on ait à la fois d'un côté des associations qui touchent de l'argent, soit de la nuit du bien commun ou du fonds du bien commun, mais aussi des fonds publics, et qui en même temps, puisque nos deux camarades de Orcad l'ont bien souligné, là, il y a quand même une ambiguïté pour être poli, sur le respect de la laïcité et donc de l'action concrète en fait menée par ces associations, et le contrat d'engagement républicain qui est quand même extrêmement contraignant et qui a servi à justifier des retraits de subventions à tout un tas d'associations. Comment ça peut coexister, tout ça ? Je pense que si on veut un peu élargir la focale, on est dans une bascule, on est dans une ouverture de la fenêtre d'Overton vers les valeurs et les idées d'extrême droite. Et donc, d'un côté, le développement de ces associations qui prônent toutes ces valeurs n'a pas vraiment beaucoup de soucis. Et d'un autre côté, des associations qui, elles, prônent,
par exemple, le CER est essentiellement dirigé sur des associations qui luttent pour l'environnement, des associations féministes ou des associations qui accompagnent les personnes exilées ou des associations dans les quartiers populaires. C'est assez clair. Il est d'ailleurs majoritairement utilisé en cas de désobéissance civile. Alors, il a été dans un cas de désobéissance civile, mais dans d'autres cas aussi. Ce qu'il faut retenir quand même sur le contrat d'engagement républicain, c'est que c'est un outil qui est un peu, pour nous, au bout d'une chaîne. Comme je l'expliquais, il y a cette marchandisation des associations qui amène vers ce glissement autoritaire, qui amène finalement à ce contrat d'engagement républicain, qui finalement n'a pas été tant que ça utilisé. Parce que finalement, le contrat d'engagement républicain, il a tenté de mettre une sorte de cadre légal, pas légitime, mais légal, sur des répressions qui existaient jusqu'alors, pour essayer de le faire rentrer dans la loi. Sauf que dans les quelques cas où il a vraiment été utilisé, le contrat d'engagement républicain, il y a eu des procès qui, en général, ont été plutôt positifs pour les associations. Et il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis, on a eu tout un dispositif aussi, un collectif, pour se mettre à plusieurs associations dès qu'une association était attaquée. On appelle ça l'intervention volontaire, et qui a permis aussi de faire contrepoids et de faire finalement... en général, les procès sont plutôt gagnés. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. L'effet principal du contrat d'engagement républicain, et c'est là où c'est particulièrement inquiétant, c'est qu'il a un effet d'autocensure. Et là, on revient sur la dépolitisation et la fragilisation des associations dans leur rôle d'interpellation des pouvoirs établis ou de lutte contre l'extrême droite, parce que ça aussi, c'est aussi ça que ça raconte. Ce contrat d'engagement républicain, il y a une enquête qui a été menée par l'Observatoire des libertés associatives qui montre que sur les associations considérées comme un peu militantes, 41% de ces associations déclarent s'auto-censurer pour éviter de perdre des financements publics. Donc on voit bien que ça a un effet de dévitalisation, de dépolitisation, donc de dévitalisation aussi de notre vitalité démocratique, on va dire. Et donc, c'est de ce fait, pour eux, à l'avancée des idées d'extrême droite. Et de l'autre côté, on peut se dire que aller chercher des fonds chez Sterrin, ça va encourager des associations qui, jusque-là, n'avaient pas fait preuve de position politique très marquée. Ça va les encourager à plus prendre des positions politiques pour plaire aux financeurs. Parce qu'il y a ce truc-là de dire, en fait, les financeurs, c'est pas parce qu'on va chercher ces finances-là que ça a un effet sur les associations. Et moi, ça, je pense que c'est très faux, en fait. Voilà. Oui, les appels à projets ont plutôt tendance, au contraire, bien sûr. À impliquer qu'on va aussi réfléchir et penser à un projet en fonction pour l'appel à commande, projet. Bien sûr. Évidemment, puis on met du temps, on met de l'énergie. Et puis si on veut l'avoir l'année d'après, autant vous dire qu'il vaut mieux... c'est pour... Enfin bon, nous, on est plutôt... Alors, un dernier mot, Marianne Langlais, et après, il faudra qu'on... Juste par rapport à Sterrin, juste pour dire que, quand même, depuis la sortie du travail des journalistes, et depuis d'ailleurs le premier papier en 2021, je crois, il n'est plus tout à fait possible pour une association de dire « je ne savais pas ». Et on voit quand même, et notamment ces derniers temps, il y a eu une mobilisation aussi associative. Nous, on a invité notamment la section carrément anti-Sterrin à venir faire un débat chez nous pour montrer aussi toute cette mobilisation associative contre Pierre-Édouard Sterrin. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, ça marche de moins en moins bien, les nuits du bien commun, finalement. Ils arrivent à avoir beaucoup moins d'argent. J'ai cru comprendre que même Sterrin était lui-même en difficulté financière. Et donc, on a une pensée pour lui. Mais je pense qu'il y a une mobilisation aujourd'hui qui fait qu'il me semble particulièrement difficile aujourd'hui d'aller aux nuits du bien commun ou au fond sans être clairement étiqueté à l'extrême droite, quoi. Merci beaucoup à toutes les trois. À Annabelle Martella et Elsa Sabado, toutes deux journalistes d'investigation et membres du collectif Hors Cadre, et Marianne Langlais, anciennement journaliste, mais désormais coordinatrice de l'Observatoire de la marchandisation des associations. J'ai bon ? Merci Violette Voldoir. Merci pour votre accueil. Juste un petit mot rapide sur les prochaines enquêtes. Est-ce que vous avez une idée de quand et surtout quelles sont les prochaines... Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots sur les prochaines enquêtes qui seront publiées ? Ou c'est secret défense ?
C'est secret défense pour That's l'instant. classified. OK. Mais peut-être que la dernière chose qu'on peut dire, c'est que l'une des dernières enquêtes qu'on a sorties, notamment que j'ai sortie avec Maya Courtois, on a réussi à établir un lien entre Pierre-Édouard Steyrin et Vincent Bolloré, derrière en fait le financement et l'organisation des Nuits du bien commun, puisqu'en fait la start-up nantaise Obol qui organise les Nuits du bien commun, coach les différentes associations, et elle-même financée par Pierre-Édouard Steyrin, Vincent Bolloré et une financière d'extrême droite. Donc, aux intérêts fort convergents. Pour les prochaines enquêtes, il faut suivre Reporter, le média qui s'appelle La Disparition. Et je crois que c'est tout, non ? Ouais, je crois que c'est tout qui reste. Très bien. À publier. Donc j'encourage les... Et Basta, bien sûr. Et Basta Mag, où il y a média aussi indépendant. où il y a notre carte où vous retrouvez Exactement. toutes les que enquêtes. vous pourrez retrouver en lien. Sous la direction d'Yvan Duroy. Sous la direction d'Yvan Duroy. Tout le monde a été remercié, je pense, dans cette aventure. Et il y a beaucoup d'acteurs. Merci à vous, toutes et tous, de nous avoir regardés, écoutés ou suivis à la télévision ou sur YouTube ou en podcast sur les flux de Radio Parleur. N'oubliez pas que Radio Parleur et le Média TV sont deux médias indépendants qui ont aussi besoin de vos dons, qui sont également défiscalisés à 66%. Donc si vous voulez être concurrencer toute cette mainmise de l'extrême droite sur le monde associatif, il faut financer et soutenir les médias indépendants, mais ça, vous le savez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pense et les luttes, où il sera question de lutte contre les projets miniers. À très vite.